Ouais, les traces de... C'est quoi alors? Ça, c'est les limaces noires. C'est les limaces noires qui font des petits trous. Ah oui, en fait, tu aurais dit noir, il est blanc dedans. Quoi. Ouais. Oui, il est blanc dedans. Bon. Bonjour. Chers amis du PP, Laurence a accepté d'être sur l'image. Ah, profitez-en. Oui, voilà, c'est elle qui le dit, elle n'a pas de micro, c'est rare, profitez-en. 28 novembre, la date je la retiens pour une raison bien précise. Depuis toute la semaine, il fait gris comme ça et on a des températures plutôt basses en extérieur, c'est-à-dire en dehors du tunnel et des voiles de forçage. On a enregistré des moins 3,5. Là, c'est légèrement positif, mais à peine. Vous connaissez, si vous avez regardé la vidéo qui s'appelle je ne sais plus quoi, Sakai, mon point de vue sur l'utilisation des possibilités de jardiner et d'avoir des légumes frais en automne et jusque dans l'hiver. Je pense qu'il va falloir s'habituer à ça de plus en plus avec la tendance au réchauffement climatique. Néanmoins, cette tactique, notamment dans les régions de climat rude, continental, comme le mien, bute sur un certain nombre de limites qui est les températures minimales que peuvent supporter un certain nombre de légumes. Les légumes arrivent à résister jusqu'à un certain point et au-delà, évidemment, il peut y avoir des dégâts irréversibles. Et donc là, la bonne tactique consiste à mettre en place suffisamment tôt ces légumes pour qu'on ait un développement suffisant pour pouvoir récolter avant ces températures trop basses. Et c'est donc exactement ce qui est en train de se passer. Là, la météo m'annonce une arrivée, un retour très exactement de l'anticyclone. Donc anticyclone égale beau temps, égale la nuit et au petit matin des températures extrêmement basses. Donc je ne serais pas surpris que demain et surtout après-demain matin, au moment où je ne traînerai pas dans mon potager, on soit à des moins 5. Et là, je flirte avec la limite d'un certain nombre de légumes que nous avons décidé de récolter en grande partie, de mettre en silo, donc en conservation, tout en gardant un certain nombre de pieds en place parce que, vous l'avez compris, j'adore expérimenter des choses et j'adore prendre des chemins que la plupart des jardiniers n'osent pas prendre. Comme je ne fous rien, je le répète, ou pas grand-chose, qu'est-ce que ça me coûte de cultiver des plantes qu'éventuellement le froid va dégommer? J'aurais appris quelque chose et figurez-vous que j'ai plus souvent des bonnes surprises que des mauvaises, même si les mauvaises existent aussi. Voilà donc sur cette petite vidéo ce matin. Et donc, on va se focaliser sur deux légumes qui répondent un peu, enfin il y en a trois très exactement, qui répondent un peu à ce critère. Attention, quand les températures risquent de flirter avec les moins 4, les moins 5, on arrive aux limites. Déplacez la caméra et je vais vous montrer ça. Alors vous avez là devant moi différentes crucifères, enfin brassicacées comme on dit maintenant. Très exactement 2 ou 3 rangées de navets.
Alors, je n'ai pas pris mon cahier avec moi. Je vous incrusterai la variété parce que dans ces histoires de froid ou de résistance au froid, les variétés sont ont des résistances très différentes. Donc il faut être très attentif aux variétés et ne pas prendre juste le premier sachet qui vous tombe sous la main ou les premières graines qu'un ami vous a envoyées. J'incrusterai aussi, donc je ferai une coupure à ce niveau, sur la façon extrêmement précise que j'ai utilisée pour semer ces radis. Je crois que vous allez être stupéfait. Mais bon, donc on reviendra sur une de ces nombreuses vidéos que j'ai tournées tout au long de l'année et que je n'ai jamais édité, jamais mis en ligne par manque de temps ou par manque de volonté. Par volonté, hein, c'est toujours des arbitrages. Donc, bon, où est-ce que j'ai mis ça? Alors j'ai eu une idée complètement conne. J'ai classé toutes les vidéos que j'ai faites par date. Alors maintenant, comme je ne me souviens plus à quelle date j'ai filmé la séquence que je cherche, vous vous doutez que je suis bien avancé. Mais on va le retrouver. Ah ben voilà. 17 août, semis à la place des oignons. Parce qu'à l'origine, à cet endroit où on a filmé tout à l'heure, il y a d'abord eu des oignons non arrosés, rien fait, récoltés. Et puis donc ensuite, donc le 17 août, à cet endroit-là, j'ai mis en place ces navets et ces radis. Donc c'est là-dedans que je vais trouver les séquences qui vous permettront de voir comment ça s'est fait. « 18 août, 16h de l'après-midi. Dans une vidéo précédente, j'ai montré la récolte d'oignons et d'échalotes qui se situaient à ce niveau, donc récolte que j'ai faite ce matin. Alors, dans nos potagers, lorsque en été, une place se libère et sous réserve qu'on ait de l'eau en réserve ou qu'on espère une pluie, ce qui est le cas, là il y a un gros nuage, il fait très lourd pour moi, je suis en nage là, mais je vais rapidement, très rapidement, faire 2-3 semis de légumes qu'on appelle légumes d'hiver. Donc dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que souvent ce sont des légumes qui font leur croissance à l'automne et passent plus ou moins bien l'hiver. Il y a quelques légumes qui passent l'hiver, comme le blé à l'état de plantule, et se développent au printemps, notamment des laitues d'hiver. Et donc, là, je vais vite, dans l'espoir qu'il pleuve dans 5 minutes, installer quelques légumes, très exactement, vous allez le voir, je vais prendre une méthode simplifiée, sans couverture du sol, où je vais mélanger de la mâche, des navets. Les navets poussent très vite, sont compétitifs par rapport aux mauvaises herbes, ils poussent à peu près aussi vite que les mauvaises herbes, parce qu'évidemment, je vais enlever le foin et donc il y aura ici des repousses de mauvaises herbes, parce que dans le potager du paresseux, partout sous le foin, il y a des millions et des millions de graines. Simplement, c'est contrôlé par la présence de foin.
Alors là, vous allez me dire pourquoi je ne fais pas comme d'habitude, et surtout comme je le fais au printemps, des sillons dans le foin et que je sème là-dedans. Il y a à cela deux raisons. D'une part, parce que comme vous le voyez, mon foin est en pagaille, difficile de sillonner ça. Il faudrait que je déroule davantage de foin, que je l'arrose ou qu'il pleuve dessus pour qu'il prenne un peu une allure bien tassée, pour qu'ensuite je puisse couper facilement, en tout cas, des sillons là-dedans. Deuxième raison, c'est que on a eu cette dernière semaine, alors que donc après la canicule, alors qu'il y a des coins de France où il a beaucoup plu, nous on a eu 10 mm ici, 10 mm, ça ne traverse même pas le foin. Et j'ai eu la mauvaise surprise ce matin parce que un emmerdement n'arrive jamais seul. Il a plu à 10 km, même pas. Le Saint-Odile est à 5 km d'ici. J'ai eu un visiteur samedi qui me dit « Ah bah tiens, il n'a pas plu chez toi, nous on s'est pris des trombes et des trombes d'eau, il voulait visiter le Saint-Odile. » Donc la météo avait décidé de l'emmerder et de le rincer au Saint-Odile. Chez moi, la météo avait décidé de m'emmerder, de ne surtout pas pleuvoir. Hier soir, ma femme rentre du boulot, elle travaille à 10 km, 12 km, 10 km à vol d'oiseau, 12 par la route. Par ici, dans l'Isheim, elle rentre et dit on s'est pris des trompes d'eau, elle voulait faire une sortie avec les résidents du foyer où elle travaille. Et voilà, elle a été contrariée par des pluies très abondantes. Elle me dit ici il n'a pas plu. Je dis non, je n'ai pas vu une goutte. Très exactement, il y a eu 3 gouttes, mais pas 4. Donc voilà. Alors, dans ces circonstances, ne sachant pas s'il va pleuvoir un peu ou beaucoup, je vais enlever le foin. Et donc, je vais faire là une bande en sol nu où je vais laisser des plantes que je veux cultiver et un certain nombre d'adventices se développer. L'avantage étant que s'il tombe, on va dire 10 mm, espérons quand même, 10 mm, alors dans le sol, avec la capacité de rétention qu'il a, dans une autre vidéo, je vous ai parlé d'environ 1,4 mm par centimètre de sol. Et si on inverse cela, donc s'il tombe 10 mm d'eau, on peut dire que ça va mouiller à peu près 6 cm de sol, largement assez pour imbiber les graines, pour que ça démarre, parce que je ne vous l'ai pas dit, ça commence sous mon climat ici dans l'Est à être short pour un certain nombre de légumes. Il est plus que temps. Dans d'autres climats, ceux qui ont des hivers particulièrement doux, vous pouvez encore glandouiller pendant un mois tranquillement, quoi. Ici, la fenêtre de tir est relativement refermée, resserrée. Et je ne parle pas de ceux d'entre vous qui jardinent à 600 ou 800 mètres d'altitude en montagne, où cette fenêtre de tir est encore beaucoup plus fermée. Donc il faut chaque fois s'adapter. Donc la suite des événements est très simple. Je dégage ce qui reste de foin. Je mets tout ça sur le côté, là où il y a des tomates qui sont déjà paillées. Donc ça va un peu rajouter la paille, pardon, le foin ici au-dessus de la couche qu'il y a à ce niveau-là. Je racle des fois qu'il reste, ah ben voilà, une échalote que j'ai oubliée tout à l'heure. Allez, presque fini. On arrache à la main les quelques adventices présentes. Je laisse les éformes pour mon fameux essai, à savoir si c'est efficace contre les râteaux-pieds. Ah, ça, la digitaire, une belle saloperie. Donc celle-là, je l'ai à l'œil. Il y a donc quand même quelques adventices
que je n'aime pas trop voir, comme le liseron, à qui je fais la chasse. J'étale ça un tout petit peu pour ne pas étouffer ce pied de tomate là. Voilà, alors pour la préparation à proprement parler, je vais quand même semer en ligne pour une raison simple. Comme je m'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de mauvaises herbes qui poussent, c'est plus simple de désherber un peu. Donc je vais avoir une fois au moins à arracher les mauvaises herbes. Et donc ce sera plus simple si j'ai mes légumes en ligne. Donc je vais préparer, voilà, c'est un travail du sol d'une violence extrême, comme vous le voyez. Sol qui est dur parce que sec. Là, je ne ferai pas le mariole comme je l'ai fait dans d'autres vidéos où j'enfonce ma main. Ça, c'est normal. Les glues du sol, ces fameuses glues que... Oh là. Bon, ben, c'est pas droit, mais on s'en fiche. Les fameuses glues que produisent les organismes du sol et les argiles, qui sont aussi des glues, des colloïdes, et bien tout ça a séché. Voilà, un piqué qui est resté un jour. Et donc, ben, comme toute bonne colle à tapisserie, cela durcit, mais cela ramollira de nouveau de la même façon dès que l'humidité va revenir. Voilà. Il y a encore de la place pour un rang. De l'ail. Un ail que j'avais oublié. Allez, là il y a un peu de place. Voilà, application concrète de mon adage. Les gens ont du mal à me croire, mais les plantes, y compris les plantes cultivées, n'ont pas du tout besoin de sol meuble au sens où ils l'entendent. Ils ont besoin d'un sol vivant, là où les racines de ces plantes, une fois qu'elles se développent, vont très vite rencontrer des mycorhizes. Pour vous donner une idée de la capacité des mycorhizes, peut-être qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des pots de terre, des pots de fleurs, non vernis, ces pots rouges orangés, et de cultiver des plantes dedans et de vous rendre compte que cela moisit à l'extérieur du pot. Il me manque un peu. Ah ben non, j'en ai encore, je n'ai pas tout pris. Donc là, ce sont des navets de Nancy, qui est une variété d'hiver. Donc je disais que vous avez vu qu'à l'extérieur, il arrive que ces pots moisissent. Et bien c'est quoi les moisissures? C'est tout simplement
des champignons qui traversent la poterie. Donc, réfléchissez, rétropédalage. Les ifs d'un champignon traversent une poterie de terre naturelle rouge. Expliquez-moi pourquoi. Les ifs de mes champignons mycorhiziens ne traverseraient pas un sol, le sol qui est là-dessous, qui pour vous est peut-être dur, qui pour moi est largement suffisamment meuble pour que s'y installent les ifs de ces champignons et les racines, ou tout exactement les poils absorbants, qui sont 10 fois moins fins que les ifs, mais qui traversent eux aussi les porosités du sol. Alors là, je viens de sursemer avec de la mâche. Alors c'est encore un peu tôt pour les mâches qui préfèrent les conditions plus froides, mais là c'est une sélection récente. C'est la variété Gala qui peut se semer tout au long de la saison. Elle a quand même un peu plus de mal lorsqu'il y a des canicules. Les cailloux, c'est bon pour la haie là-bas. Et voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement regratouiller pour mélanger ces graines avec la terre. Voilà. Et dans l'autre sens. Et maintenant, quand le sol est sec comme ça, comme vous le voyez là, vous prenez des mottes comme ça, des petites mottes. Hein. Vous voyez qu'il y a de très gros espaces entre elles. Et donc, vous laissez comme ça, et les graines ont du mal à s'imbiber d'eau. Or, pour qu'une graine sorte de sa vie ralentie et passe au stade de germination pour pouvoir lever, il faut de l'eau. Vous avez tous fait germer des graines de haricots, de tout, de n'importe quoi. Vous les mettez sur un buvard d'eau. Souvent à l'obscurité, certaines graines ont besoin de lumière pour germer, peu importe. Il suffit de l'eau. Donc là, dans mon sol qui est assez sec, si je laisse les graines dans un mélange d'agrégats, même s'ils ne sont pas gros, le contact se fait mal. Et donc, dans un sol, pour un semis d'été, il est très très important, et notamment pour la mâche, qui aime les sols fermes, de piétiner ça très très copieusement. Alors voilà, le fada est de retour. Non seulement il ne bêche pas, non seulement il ne passe pas le râteau, non seulement il ne passe pas le motoculteur, mais en plus, il se paye le luxe de piétiner son sol. Bon, j'entends pas de sirène, donc je pense que le SAMU n'est pas encore venu pour essayer de m'enfermer à l'hôpital psychiatrique. Vous, de votre côté, faites ce que vous voulez. On reviendra là-dessus sûrement au courant de l'automne. Donc on verra. Mauvaise herbe, sûrement. Ça, c'est garanti. Elles vont lever. Mais je vous rappelle que du point de vue biologique, du point de vue des organismes de mon sol, du point de vue des champignons mycorhiziens, du point de vue des légumes qui se développent là, il n'y a aucune, mais alors aucune différence biologique entre des engrais verts que l'homme sème et
les adventices sympas qui vont pousser. Je ne parle pas des emmerdeuses, liserons ou la digitaire que j'évoquais à l'instant. Voilà. Mardi 25 août, 9h30 du matin, temps gris. Il fait relativement frais, 17 degrés pour l'instant. Et le retour du fada. Hein, comme dans les grandes sagas, ça ne prend jamais de fin. Donc pour ceux qui n'aiment pas, normalement quand on a vu le film numéro 1, on ne va pas voir le 2, on sait qu'il est plus mauvais. J'ai semé ici, je ne me souviens plus d'ailleurs quand, il y a à peu près une semaine, j'ai copieusement piétiné et il n'a toujours pas plu, ou très exactement, il n'a pas plu grand-chose. Il y a eu 3 mm, en tout et pour tout, 3 mm de pluie le 22 août, donc il y a 3 jours. Et alors, ça fait 2 jours qu'en passant devant cette parcelle qui paraît parfaitement sèche, etc., je suis stupéfait parce que partout, même là où les oiseaux grattent, il y a déjà des levées. Donc, ce que j'ai semé, les différents, alors il s'agit de crucifères, là qu'on reconnaît très bien, différents radis, sont en train de lever sans arrosage, sans aucun arrosage, jusque-là. Alors maintenant, aujourd'hui il fait frais, mais hier il y avait du soleil, donc bien entendu, ces plantules qui ont démarré, un peu précipitamment à mon goût, je m'attendais à ce qu'elles attendent le retour des pluies, ben là je vais quand même mettre mes lignes de goutteurs et leur apporter une petite quantité d'eau, donc on va essayer de descendre à 10 cm, donc 10 cm ça fait environ une quinzaine de millimètres d'eau. Hein, quinzaine de millimètres d'eau, donc l'équivalent de 15 litres par mètre carré, donc on va dire un arrosoir par mètre carré. Et ça va pénétrer dans mon sol, je le répète, hein, pour ceux qui n'auront pas vu les vidéos précédentes, tout cela dépend énormément de la texture du sol. Ayant un sol qui a une grande réserve utile, une certaine quantité d'eau que j'apporte peut pénétrer parce qu'elle va se faire retenir en surface. Là, s'agissant d'un semis, je n'ai pas le choix. Donc je vais vous filmer ça en gros plan et aussi un peu, donc vous voyez ces dégâts d'oiseaux partout. Là, ils ont gratté, m'ont un peu recouvert le semis parce que je n'ai pas mis de protection. Donc je vais nettoyer un peu et alors ce grattage va s'amplifier dès que je vais arroser pour une raison très simple. Les vers vont se réveiller, vont monter, on va dire, en surface ou près de la surface et les oiseaux savent très bien, en tout cas les miens, ceux qui sont là, qui connaissent ma façon de jardiner, qui ont tout appris et qui sont loin d'être cons, comprennent très bien que quand il y a des longues traînées comme ça, quand je vais arroser, ça va devenir plus sombre, donc en passant là-haut à 10 mètres, ils le voient. Et ils savent qu'il suffit de gratter sur les bords, là, dans la matière organique, pour trouver des vers. Et donc, ça va être le joyeux bordel. Je vais donc récupérer aussi les cadres grillagés d'un semis en haut, que vous avez vu dans d'autres vidéos, et les plaquer ici pour protéger ceux-là. Donc je vais vous filmer aussi donc, un peu les effets du grattage avec les râteaux-pieds qui s'attaquent aux légumes une fois qu'ils ont développé des bonnes racines, donc tard,
j'ai très tôt comme emmerdement principal en cette saison les oiseaux. Au printemps, j'ai les oiseaux et les limaces. Voilà en gros les emmerdements, et donc je vais nettoyer comme je le fais là, donc sans arracher les plantules, je dégage un peu. Alors voilà, quelques minutes plus tard, le goutte à goutte est installé. Alors les puristes, et ils ont raison, je le dis tout de suite, me diront c'est pas ce système-là qu'il faut pour arroser des semis, pour une raison très simple, c'est que dans ces tuyaux-là, il y a un goutteur tous les 30 cm. Ça existe en deux modèles, faites attention quand vous les achetez, ce n'est pas toujours très clair. Soit les gouteurs sont tous les 30 cm, soit c'est tous les 50 cm, donc l'écart est plus grand. Et donc ça s'utilise normalement, vous mettez un goutteur et vous mettez, je dis n'importe quoi, un céleri à l'emplacement de chaque goutteur. Donc ce n'est pas l'optimum pour un semis, pour une raison très simple. Donc entre ce goutteur ici qui va bien arroser, on va dire que ce sont des navets qui lèvent ici, ces navets-là, et le suivant qui est là, hein, donc 30 cm, il y a une petite distance. Alors dans mon sol, je le répète, dans mon sol argilo-limoneux, le phénomène de capillarité va faire que, en fait, en pratique, cela n'a quasiment aucune importance parce que sous terre, exactement comme le café monte dans votre sucre, l'eau va se déplacer en partie latéralement, très exactement sous un goutteur comme ça. Vous imaginez que se forme une zone en forme de ballon de rugby dans lesquelles l'eau va migrer vers le bas sous le poids, mais vers les côtés sous l'effet de cette capillarité. Et donc, en fait, même les plants qui sont ici vont bénéficier de cette irrigation. Alors tout à l'heure, j'indiquais que j'avais l'intention de mettre une quinzaine de millimètres d'eau par mètre carré, donc une quinzaine de litres par mètre carré. Et c'est là, évidemment, que ceux qui n'ont jamais aimé les calculs vont être en mode panique. Comment est-ce que je fais maintenant pour savoir comment, puisque je n'ai pas d'arrosoir, j'apporte environ ces 15 litres. Alors d'abord, ne chipotez pas, parce que si c'est 20, ça n'a aucune importance, et si c'est 10, ce n'est pas une catastrophe. Donc vous avez là une très large latitude, puisque le sol a un réservoir, on a vu dans les vidéos précédentes, de 100 ou 150 litres. Donc si jamais c'est 20, le sol stockera et j'aurai besoin d'arroser moins vite, hein, donc dans un délai plus court. Alors quand même, l'appréciation se fait comment? Ces gouteurs-là, et je l'explique dans une autre vidéo, je le répète ici, j'ai eu un problème de minuteur qui est resté bloqué, qui m'a vidé les cuves, et donc depuis à peu près une semaine, je dois mettre mes convictions au placard et parcimonieusement quand même, dans des situations comme celle-là que je considère que je dois sauver ces plantules, parce que sinon ça ne se reproduira pas cette année, elles ne produiront plus cette année, j'utilise l'eau du réseau. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai utilisé 4 mètres cubes pompés sur le réseau pour un certain nombre de cultures que je considère comme étant prioritaires. Les salades en bas, les haricots verts, et donc maintenant ici, c'est semis. Alors comment je calcule? Très simplement, un goutteur tous les 30 cm, donc si je prends 1 mètre, j'ai 3 gouteurs. Une rangée toutes les 30 cm, donc il y aura sur 1 mètre carré 3 fois ces 3 gouteurs, donc 9 gouteurs par mètre carré. On va arrondir parce que je n'aime pas les chipotages et que de toute façon ça n'a aucune importance, comme je viens de vous dire, on n'est pas à 50% près.
quand je vois les montagnes d'eau que déversent certains sans faire aucun calcul. Donc, 10 goutteurs. Nominalement, c'est-à-dire de par la fabrication, ces goûteurs débitent lorsqu'ils sont reliés à un circuit avec la bonne pression. Je vais vous montrer pour finir le réducteur de pression et le programmateur, le nouveau programmateur en haut, débitent 2 litres par heure. Donc calculez avec moi. 10 goutteurs par mètre carré qui débitent 2 litres par heure, 20 litres par heure. Je voulais une quinzaine de litres par mètre carré. J'estime que ça va donner un sacré coup de pouce à mes semis et que ce sera suffisant en attendant et en espérant que les pluies cette fois-ci seront au rendez-vous. Et puis sinon, j'aviserai. Et donc, 45 minutes de programmation sur ma minuterie apporteront la quantité d'eau. Puis ensuite, je déplacerai ce tuyau ici. Vous voyez qu'il tient à 3-4 clips, donc je le déplacerai. Rebelote 45 minutes, je le déplacerai, rebelote 45 minutes. Et j'aurai apporté l'équivalent d'une quinzaine de litres par mètre carré. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc on va regarder. Ah, pas encore vu ce matin le frelon qui passe. Et puis voilà, j'avais remballé mon matériel. Et puis en déplaçant les lignes de goutteurs, donc vous voyez qu'une ligne a déjà été arrosé comme je viens de vous le raconter. La deuxième, je viens juste de l'installer. Et là, tout à coup, me saute aux yeux quelque chose que je n'avais pas vu. C'est toute la difficulté dans un potager de voir une situation complexe et de ne pas se piéger par les convictions, par des observations partielles qui consiste avant tout à projeter sur une situation existante ses convictions. C'est-à-dire, en clair, on voit ce qu'on aime bien voir et on passe complètement à côté de ce qui contrarie nos raisonnements quand on raisonne ou nos convictions quand on croit. Et là, je vois que ce que je vous ai raconté là-bas devant, ne se réalise pas du tout ici. Très peu de levée, quasiment pas de levée. Et donc, bien entendu, curieux de nature depuis ma naissance, et sans doute vais-je mourir curieux. Cette curiosité me taraude et je reprends mon instrument. Si vous êtes fan observateur, vous avez remarqué que ce n'est pas le même. Oui, j'en ai 3, et c'est celui-là qui m'est tombé sous la main. Donc bravo, si vous avez vu, c'est que vous ne me croyez pas bêtement, vous observez ce que je fais. Et alors, je creuse ici, et là, je sors une motte de terre qui est nettement plus sèche que ce que je vous ai montré là-bas devant. Ici, hop, voilà, là, c'est carrément sec de chez sec. Vous voyez là, de toute façon intéressante, des galeries, les galeries qu'ont laissé les vers de terre. Actuellement, ils sont enterrés bien loin. Et donc là, le phénomène que je vous ai expliqué tout à l'heure marche beaucoup moins bien. Et alors, évidemment, si vous êtes curieux de chez curieux et que vous êtes taraudé de chez taraudé, vous vous demandez, mais pourquoi ici et pas là-bas? Et la réponse, elle est quelque part déjà dans mon livre. Je vais essayer de retrouver dans mes milliers de photos, cette photo que j'ai mise l'an dernier, que j'ai prise l'an dernier et qui est dans le deuxième livre, c'est qu'on est le long de la haie. Et l'an dernier, j'ai observé juste un peu plus bas que le long de cette haie, sur environ 2 mètres, on peut dire, des céleris qui étaient magnifiques, tout à coup, étaient ridiculement petits. Parce que cette haie est là depuis très longtemps, avant même le potager, et que cette haie, donc, sans doute, là, je vous raconte ce que j'imagine, je n'ai pas de preuves microscopiques, mais sans doute mycorhizée, s'agissant de ligneux plutôt des ectomycorhizes, c'est-à-dire une autre sorte,
une autre famille même de mycorhizes que ceux de nos légumes, qui sont des endomycorhizes. Donc les racines, les mycorhizes liées à ces racines viennent siphonner l'eau pour alimenter les besoins très importants de cette haie. Et donc jusqu'à 2 mètres, on a ce type de problème dès lors qu'on n'arrose pas. Et donc ça, je vous invite à vous interroger, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, je vais essayer de gratigner, je vous invite à vous interroger sur l'agroforesterie, si tant est que l'eau est un facteur limitant, ou peut-être même le principal facteur limitant, comme c'est le cas chez moi. Il n'est pas évident du tout, mais alors pas du tout, et pour moi c'est même évident que c'est le contraire, que mes légumes produisent plus s'ils sont entre des ligneux, que ce soit des arbres et des arbustes. Je le répète, à condition de ne pas arroser. Il est évident que si j'inonde d'eau et que j'apporte de façon artificielle, arrosage, irrigation, la quantité d'eau dont ont besoin à la fois ma haie et mes légumes, les légumes ne souffriront pas de cette concurrence et au contraire bénéficieront peut-être du fait que cette haie, bénéficieront sûrement du fait que cette haie va prendre l'eau un peu plus en profondeur que les légumes ne sont capables de le faire, va produire des feuilles mortes qui vont tomber, qui vont enrichir mon système. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout aussi simple en situation de difficulté d'approvisionnement en eau. La haie qui est là depuis longtemps, qui est plus puissante, arrive à serrer le kiki à vos légumes. Alors, ce pied de patate douce ne souffre pas parce que lui a été arrosé comme les tomates qui se trouvent là. Les navets sont en fait relativement résistants. Comme les céleris dont je vais parler dans un instant, ils ont un point faible qui est le cœur ici, où par grand froid, il peut y avoir dépérissement de ce cœur et à partir de là, un démarrage d'un pourrissement en place. Ils ont, comme les radis dont je vais parler dans un instant, un deuxième point faible qui est le fait que si les feuilles résistent assez bien, en terrain découvert, donc sans bâchage ou sans tunnel ou sans mini-tunnel, par température plus basse encore, quand on va aller vers des -8, des -10, et que le sol gèle, les navets risquent d'éclater, ce qui évidemment fera des portes d'entrée pour des pourritures. Donc, je dirais jusqu'à -3, -4, aucun problème, vous pouvez laisser en place. Au-delà, attention, il vaut sans doute mieux les récolter et les mettre en silo. Alors donc voilà là la production et encore, donc je laisse en place ceux qui ne sont pas assez gros, parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai même pas démarié comme on dit, c'est-à-dire qu'à certains endroits, ils étaient les uns sur les autres. Et donc ce qui me permet de poursuivre l'essai. Si ça se trouve, si on n'a pas d'énormes coups de froid, si ça se trouve, ils vont passer l'hiver comme ça. Donc, vieux sage, on ne met pas les mêmes œufs, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, une partie en silo, une partie reste en place, et on verra. Donc, navet. Ici, vous avez 3 types de radis. Donc là, il s'agit de radis. Un blanc, un rouge et un noir. Mais il est noir, c'est la peau qui est noire, et à l'intérieur, il est blanc. Donc là, c'est
exactement la même chose. C'est le cousin des naviers, hein, donc plantes de la même famille. C'est au niveau du goût que ça se différencie un peu. Ces légumes sont plus populaires dans les régions nordiques, et ce n'est pas par hasard. Le radis noir accompagne en Belgique et dans un certain nombre de pays germanophones une petite tartine de pain beurré qui elle-même accompagne une petite bière. Voilà. Alors, là encore, ce radis blanc, la racine est relativement plus fragile que le feuillage. Sur les radis noirs, on voit des petits points blancs. Donc là, ce sont les cicatrices ou les trous faits par les limaces noires, hein, donc limaces souterraines ou qui sont juste dans les 5-10 premiers centimètres de sol et qui cette année, cet automne en tout cas, ont été chez nous très très présentes. Alors évidemment, à cette époque-là, elles n'ont plus guère d'ennemis, plus guère d'auxiliaires actifs, hein. Les orvées, les carabes, les machins, les insectes, tout ça est rangé. Et donc, ces limaces qui ont, je ne sais pas quel antigel, ben elles fonctionnent et elles continuent de ronger, d'autant plus que dans le sol, il fait évidemment moins froid. Bon, j'espère que le son sera suffisamment audible. Il y a une machine qui travaille pas très loin et qui fait peut-être un bruit de fond. Céleri, ces céleris-là, vous les avez vus plusieurs fois dans des vidéos. C'est donc des céleris plantés tout à fait normalement, on va dire au printemps, au début de l'été. Donc chez moi, où le système est toujours froid au printemps, c'est plutôt la deuxième quinzaine de mai. Planté directement dans le foin. Là aussi, ça a été filmé et j'incrusterai, si je la retrouve, cette séquence. Planté dans le foin, donc deuxième quinzaine de mai, et plus rien fait depuis. Et donc, ils ont souffert cet été de la sécheresse, ils ont souffert de la canicule, n'ont pas été arrosés, pour des raisons que j'ai évoquées dans d'autres vidéos. Et donc se sont retapés à l'automne quand sont arrivées enfin fin septembre les pluies. Alors les céleris, exactement comme ce que je viens d'expliquer pour les navets, sont relativement résistants. Donc on peut jongler avec des -3, des -4, la preuve. Ceux-là même ont déjà 2 fois subi des -3,5, -4,5. Mais si la température devient encore plus basse, on a cette fragilité au niveau du cœur et à partir de là, la rave qui peut geler et à ce moment-là, le pourrissement qui peut s'installer. Donc on en a déjà mis en réserve avant cette vague, en silo, donc avant cette vague de mauvais temps. Et donc là, on continue. Tout en laissant quelques témoins. Hein. Donc, si ça se trouve, ce céleri est plus résistant qu'on ne le pense. Alors, au passage, ici, j'ai évoqué dans une autre vidéo le risque de croisement des carottes, hein, donc d'hybridation des carottes entre les carottes cultivées et la carotte sauvage. Ben, il se trouve qu'ici, on vient d'extraire un tel hybride et je vais vous montrer en gros plan la racine absolument fibreuse, immangeable que cela donne. Donc c'est un vrai risque avec l'autoproduction de semences de carottes quand dans l'environnement,
il y a des carottes sauvages. Et chez moi, il y en a énormément, ce qui est une très bonne chose. Ces apiacées, ces fleurs d'apiacées attirent énormément de butineurs, dont des butineurs utiles de type cirf, mais énorme inconvénient au niveau de la production de semences. Alors comme vous pouvez le voir, hein, tout ce qui est donc feuilles, tout ce qui n'est pas utile pour nous, évidemment, reste sur place et va se décomposer. Alors là, heureusement, il fait suffisamment froid et si je repasse ici dans 15 jours, on trouvera toujours ces feuilles. Elles sont comme au frigo et donc vont se conserver ou très peu se décomposer. Il y a une petite activité des champignons, mais les bactéries là sont terminées. En surface du sol, plus aucune activité, donc plus aucune nitrification. Je reviendrai là-dessus sur une vidéo qui est en train d'être préparée sur cette question extrêmement importante. Mais donc, comprenez bien que cela illustre une chose, une distinction que souvent les jardiniers ne font pas, la distinction entre besoin d'un légume et exportation. Je vais reprendre une de ces raves. Voilà. Vous l'imaginez avec son bouquet de feuilles. Je vais le reconstituer sauvagement comme ça. Voilà. Donc le besoin de cette plante pendant sa croissance, c'est tous les éléments qu'elle a pris dans le sol et qui se trouvent maintenant dans ce qui constitue cette rave et ses feuilles. Donc ce qu'elle a piqué comme azote, phosphore, potassium, etc., magnésium, calcium, sélénium, bore et compagnie, est partagé en partie dans la rave, en partie dans les feuilles. Et donc c'est ce que vous trouvez dans un certain nombre de tableaux ou de livres ou de guides comme les besoins d'une plante. C'est ce qu'elle a besoin pour se développer correctement. Les exportations, à partir du moment où on procède comme je le fais, c'est uniquement les éléments qui sont dans la rave. Alors c'est des exportations, ça dépend ensuite comment vous agissez. Cette rave, je vais moi-même la manger. Les éléments minéraux, au bout du bout, se retrouveront dans mes fesses, ce qui s'appelle le caca, et dans mes urines. Et donc tout dépend comment ceci va être traité. Si par un circuit, cela retourne dans mon potager, ça a été une exportation temporaire. On va dire que ce qu'il y a dans cette rave ne sera pas là au printemps pour nourrir mes légumes. Mais si je recycle mes déjections, ça finira par revenir dans mon système. Ce qui est dans les feuilles va être minéralisé, enfin ces feuilles vont être minéralisées et ces éléments vont être là, disponibles pour la prochaine culture durant l'été, puisque ces feuilles sont très fragiles, hein, c'est peu fibreux, et par conséquent vont se développer très vite. Donc apprenez à distinguer exportation et besoin en éléments minéraux d'une culture, et ne montez pas tout de suite dans les tours parce que vous allez lire dans un guide telle plante a besoin de 150 unités de phosphore et vas-y je verse comme un inquiet. Hein, je vous ai expliqué dans une vidéo que les jardiniers sont essentiellement peureux. Et donc, ils agissent comme des abrutis par peur. Un animal qui a peur se réfugie en dépit du bon sens. Voilà. Donc, ce petit point supplémentaire. Et je commence à avoir froid au moins. Donc, on va s'arrêter là. Allez, ciao! Alors, un petit rappel, hein, il y a donc des légumes qui ne craignent rien, qui peuvent passer l'hiver, y compris
un hiver rigoureux dans l'est de la France, notamment les poireaux, notamment un certain nombre de choux, dont les choux de Milan, les choux frisés, choux kale, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette veine? Ben, c'est l'essentiel. Au premier plan, des scaroles petites. Donc j'essaye de les tirer le plus possible, même si maintenant, compte tenu des températures, et puis compte tenu, ce qu'on oublie souvent, du fait que les journées raccourcissent, on est maintenant tombé en dessous d'une dizaine d'heures de lumière, et donc dans ces conditions-là, il n'y a plus guère de croissance possible. Donc ces scaroles, si elles étaient plus développées, on peut également les protéger parce qu'elles aussi, vers -5, on va arriver aux limites avec les feuilles qui vont être cramées, entre guillemets, par le gel. Et donc on peut les découper et les rentrer dans une cave, les poser par exemple sur une bâche à l'envers. Comme ça, le cœur reste bien préservé. Les feuilles extérieures fanent, donc on perd une partie de la salade, mais c'est le cœur le meilleur, c'est bien connu, et par conséquent, le cœur est préservé, protégé par les grandes feuilles extérieures, que très souvent d'ailleurs, qui sont abîmées par des limaces, etc., un peu coriaces, et qu'on jette. Donc voilà, là je ne le fais pas, là je vais jouer, vous le savez, j'adore jouer et jongler, et donc je vais tenter ma chance. En haut, j'en ai sous voile de forçage, donc ce qui permet de gratter, je reviendrai sur ces histoires de température, de protection, ce qui permet de gratter environ 2 degrés. Voilà ce petit complément. Bon ben nous voilà de l'autre côté de la maison, le long de la forêt, où nous avons ce silo entre guillemets. Alors pourquoi ici? Tout simplement parce qu'ici le sol est plus profond, en bas dans le potager en pente. Dès que je creuse très vite, je tombe sur des cailloux. Et c'est donc ici dans cette vieille poubelle désaffectée que nous stockons les différentes raves, céleri, navets, etc. Avec un mélange donc de ces légumes et du sable légèrement humide. J'insiste sur légèrement humide. Si le sable est trop sec, complètement sec, il va déshydrater vos raves parce que elles vont transpirer et perdre de l'humidité que le sable va absorber. Et s'il est trop humide, au contraire, ça va difficilement respirer et ça va pourrir. Et donc là, on mélange de façon à ce que, quand on descend au fur et à mesure, on ait le choix, céleri, navet, etc. Si vous les mettez en couche, à un moment donné, vous bouffez du céleri, du céleri, du céleri, et à un moment donné, des navets, des navets, des navets. Donc voilà, on fait ce petit mélange. Alors il faut faire très attention à la fermeture, parce qu'un certain nombre de rongeurs, évidemment, s'intéresseront à vos réserves, et donc on va d'une part protéger contre la pluie pour pas que ça se remplisse d'eau, et d'autre part mettre une plaque de bois de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interstices par lesquels les rongeurs pourraient rentrer dans cette réserve. Voilà donc très très rapidement. Des tambours de machines à laver sont inox, sont d'excellents silos. Vous pouvez en récupérer dans une recyclerie et les aligner, les enterrer suffisamment. C'est insuffisamment enterré, mais parce qu'on n'y arrivait plus. Il faut savoir qu'en dessous de 80 cm dans nos sols à nous, en Alsace, les températures se stabilisent vers 8 degrés. Si vous voulez connaître la température dans votre sol,
laissez couler l'eau au robinet et mesurez la température de l'eau au robinet. Ça vous indique la température du sol à la profondeur à laquelle se trouve votre canalisation. Voilà, c'est fini, terminé. Celui-là, on va le manger, oui. Donc voilà. Allez, bon appétit et ciao. Bon ben voilà, la nuit est tombée. Je voulais juste ajouter un petit point à propos de la monétisation. Je viens d'apprendre que YouTube a changé ses conditions. Oui. Ouais. Excusez-moi, patron. J'étais en chômage partiel. Vous me reconnaissez, je suis le speaker, celui qui speak. Alors, j'ai vu que c'est la Covid et je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien de s'adresser comme ça à beaucoup de gens sans masque. C'est irresponsable. Je pense que tu es frappé d'une très grande irresponsabilité et que ça va donner une propagation extrêmement importante. Je vois là, les gens, ils sont beaucoup. Dernière fois, la vidéo, c'était plus de 10 000, quoi, ou 20 des fois. Donc, je pense qu'il faudrait, comme Zorro, il faudrait se maxer pour éviter la menace. Quand j'étais jeune, je regardais souvent Max la menace. Et voilà. Donc je trouve que c'est pas bien. Bon, excusez-moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas tous les instituts, les EHPAD, les machins, etc. pour les personnes en situation de handicap. Ah bon? Ah bon, ça. Donc ça passe pas dans les ondations et même la G5, ça va pas les frapper là, les gens qui te regardent? Ah bon? Alors là, je suis très surprenant. C'est une surprenation totale pour moi. Bon, tant pis. Moi, je garde le masque. Bon, excusez-moi, je suis d'une génération où il n'y avait pas tous les instituts, les EHPAD, les machins, etc. pour les personnes en situation de handicap léger, etc. Donc, à l'époque, on trouvait toujours un petit boulot à quelqu'un à la ferme. On lui faisait biner des betteraves, on lui gardait les vaches, etc. Alors moi, dans le potager, là, je suis un peu emmerdé. J'ai rien à lui faire, quoi. Donc, pas biner, pas machin. Je vais pas me moquer de lui en disant surveille les radis, quoi. Ce serait pas très charitable. Alors, je pensais que je pouvais lui donner un petit boulot de speaker. On pourrait apprendre un petit texte par cœur et puis le réciter dans mes vidéos, etc. Mais enfin, quelle catastrophe, quoi. Ouais, quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Puis je voulais aussi te dire, là, j'ai relecturé les conditions
généralissime de YouTube, là, tu as noté que maintenant, ils peuvent incrustationner de la publicité, même si tu n'as pas, comment est-ce qu'ils disent ça, monétisé. Donc, si moi je comprends bien, mais je ne sais pas si je suis bon en compréhension, ils mettent beaucoup d'argent dans leur poche et toi, tu n'as rien. Tu as compris ça? Donc il faut que les gens, ils vont voir les pubs incrustacées dans ta vidéographie et ils vont dire quoi? Ils vont dire, le Didier, putain, il doit avoir un portefeuille plein de... Je sais pas moi. Il paraît qu'il y a des youtubeurs, il paraît, hein, c'est marqué là. Mais peut-être c'est un méchant qui a marqué ça. Mais ça peut être 20 000 euros. Oui, je compte les zéros. 4 zéros, 20 000 euros. Oui. Et donc tu vois que tu joues petit là. Hein. Ridicule. Bon, je te laisse réfléchir. Hein. Allez. Quand est-ce que je reste toujours au chômage partiellement? Je n'ai pas le droit de speaker un de ces quatre au début d'une vidéo? Non, je n'ai rien dit. Hein. C'est toi qui chef. Hein. Et les chefs, ils cheffent toujours et le chef a raison, même quand il a tort. Hein. C'est une histoire d'article, j'ai jamais compris pourquoi l'article 1, l'article 2. Donc l'article 1, c'est le chef a tort, et puis l'article 2, c'est le chef, il a raison. Alors je ne comprends pas bien comment article 1, article 2, mais oui, tu as raison, ok, je te laisse terminer. Non, mais t'énerve pas, reste assis. Allez, au revoir, à bientôt. Alors là, il m'a scotché. Hein. J'avais pas, j'avais compris quelque chose. Donc, si j'ai bien compris, et si dorénavant dans mes vidéos vous avez des incrustations de publicité, c'est pas parce que tout à coup, en vous le cachant, j'ai monétisé mes vidéos. Je refuse toujours d'être davantage complice de ce système que je ne le suis. Ça m'a réactivé dans ma réflexion. Est-ce qu'il faut faire des vidéos sur YouTube? Est-ce qu'il y a des alternatives? J'en sais rien. Pour l'instant, mon choix consistant à me donner la possibilité de vous expliquer certaines choses à travers YouTube, je le maintiens, quitte à cautionner un truc que je répugne. Soyons clairs, je répugne ce système de pickpocket d'argent, de planquage, je vais parler comme lui maintenant, de planquement, de bénéfices partout. C'est le capitalisme à l'état le plus brutal. Hein. Aller faire ses courses dans l'hypermarché du coin, c'est gentil à côté. Il salarie des gens qu'il paye au SMIC ou un peu plus. Il paye des impôts en France, il paye des taxes locales. À côté, YouTube, c'est des brigands. Google, c'est des bandits. C'est la mafia occulte. Donc, ça me fait de la peine d'y être. Je refuse de toucher de leur argent. C'est très clair. Donc, si vous avez des pubs, ce n'est pas parce que j'ai monétisé, c'est qu'en douce, YouTube a changé les règles du jeu et donc il trouve que j'attire des gens et il vous place de la pub, il vous endoctrine, etc., etc. Vous avez le choix de regarder, de ne pas regarder, comme j'ai le choix de mettre des vidéos sur YouTube ou pas. Pour l'instant, j'en mets. Allez, ça m'énerve, vous l'avez remarqué, mais bon, c'est comme ça. C'est le monde de brut.
ou des gens qui se pensent intelligents, ou des Steph Bezos et compagnie, des Jeff Bezos, enculent le monde entier et se prennent pour des papes, se présentent comme un modèle de crétinisme, d'humanisme, d'absence d'humanisme, et des millions de gens leur courent après. Allez, je vais aller vomir, les chiottes, c'est par là-bas. Ciao.